Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette table ronde intitulée Déplacement et migration, enjeux sécuritaires. Table ronde qui se caractérise alors, par la composition, je dirais, des intervenants, qui sont quatre, déjà c'est remarquable, mais quatre acteurs. Quatre acteurs qui sont en charge d'une pratique opérationnelle, alors de protection, de considération des migrants, ou alors d'intervention dans des opérations de sécurisation, de gestion des frontières, de lutte contre le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants, la traite des personnes. Le sujet de notre table ronde m'amène à quelques remarques introductives relatives aux mots qui ont été choisis pour composer cet intitulé. Vous le voyez, deux blocs, déplacement et migration d'une part, enjeux sécuritaires d'autre part. Alors, vous le voyez, les organisateurs des rencontres ont tenu à donner une large envergure au thème de cette table ronde, en juxtaposant les notions de déplacement et de migration. Alors, un mot là-dessus, à quoi bon avoir ainsi combiné ces deux notions? Eh bien, dans les cercles, disons, autorisés, on réserve généralement la notion de migration à des flux, à des mouvements qui sont transfrontaliers, qui sont internationaux, qui se caractérisent par le franchissement d'une frontière internationale, alors qu'on utilise plutôt la notion de déplacement, de déplacé interne par exemple, pour des mobilités qui se font à l'intérieur d'un seul État. Il va plutôt être, je le sens, question de migration que de déplacement dans les propos cet après-midi. Néanmoins, il me semblait intéressant d'insister sur le fait que le phénomène des déplacements internes est aussi très présent dans l'espace méditerranéen. On considère dans le monde qu'environ 55 millions de personnes sont des déplacés internes. Et le premier pays, celui qui compte le plus de déplacés internes à l'heure actuelle est méditerranéen, c'est la Syrie, 6,6 millions de déplacés internes. Autre pays bien placé dans la liste de ceux qui ont le plus de déplacés internes, la Turquie, qui figure en 12e place de ce classement. S'agissant des migrations, donc qui repose sur le franchissement d'une frontière, on estime, quand je dis on, c'est l'Organisation internationale pour les migrations, organisation affiliée au système des Nations Unies en charge des migrations, qu'environ 281 millions de personnes sont des migrants internationaux dans le monde. Et à cet égard, l'Europe est à l'heure actuelle l'espace qui compte le plus grand nombre de migrants internationaux. Alors, les chiffres de l'OIM, je vous les donne. Pour 2020, c'est le dernier rapport 2022 sur l'état des migrations dans le monde de l'OIM. 87 millions de personnes sont en situation de migration, sont des migrants internationaux en Europe. Europe au sens large, je ne parle pas de l'Union européenne, mais entre dans ces chiffres-là la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. Sur ces 87 millions de migrants, un grand nombre, en fait, sont des migrants qui restent en Europe, sont originaires d'un pays européen et vivent dans un autre pays européen. Et on estime à 44 millions le nombre de personnes qui sont des migrants internationaux en Europe. Alors, deuxième bloc pour former cet intitulé de la table ronde, les enjeux sécuritaires. La formulation des intitulés sur ce thème des migrations est toujours, à mon avis, assez délicate. Alors, bien sûr, les flux migratoires, qu'ils soient d'ailleurs internes ou internationaux, peuvent soulever des enjeux en termes de sécurité. Et on a assez vite à l'esprit surtout les flux de migration irrégulière, disons. Donc des enjeux de sécurité au sens classique du terme, celle fondée sur l'État, centrée sur l'État, sécurité de l'État, par certains aspects, mais le sujet permet aussi d'une manière assez singulière de questionner ce que l'on entend par enjeu sécuritaire. Et ce matin a été utilisée une formule qui me semble pouvoir être reprise cet après-midi, la notion de sécurité humaine, c'est-à-dire une approche complémentaire de la sécurité au sens classique, qui vient apporter une dimension supplémentaire en centrant l'analyse sur la personne humaine, sur l'être humain, sur l'individu.
Donc on dépasse cette vision classique de la sécurité pour lui donner une toute autre envergure, et c'est par exemple cette approche-là de la sécurité humaine qui constitue, disons, le socle du pacte mondial sur les migrations adopté par l'ensemble des États membres des Nations Unies en 2019. C'est par exemple une approche fondée sur la sécurité humaine qui fonde toute l'action, tout le cadre juridique défini et l'action de lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. C'est aussi une approche de sécurité humaine qui conduit à considérer les causes profondes des mouvements migratoires, en particulier les mouvements migratoires irréguliers, dangereux. Et je crois qu'il faut aussi avoir cette conception de la sécurité à l'esprit quand on aborde ce sujet des migrations. J'ai bien évidemment en tête tous les enjeux de protection des personnes, sécurité des individus, puisque vous le savez, si on considère que eh bien, chaque année, quelques milliers de personnes dans le monde disparaissent ou décèdent dans le cadre d'un parcours migratoire, alors les chiffres varient un peu d'une année à l'autre, 5 400 décès ou disparitions en 2019, 3 900 en 2020, vous le savez, la Méditerranée ici tient un triste record puisqu'on estime à environ 21 200 le nombre de personnes disparues ou décédées en Méditerranée entre 2014 et 2020. Et c'est donc la voie de la Méditerranée centrale qui reste à ce jour la plus meurtrière. Donc défi complexe à appréhender. Dans le même temps, je soulignerai que des efforts sont conduits par les autorités, par les institutions face à ce phénomène. C'est ce qui va aussi nous être expliqué cet après-midi par les intervenants. On estime à presque 600 000 le nombre de vies sauvées en mer dans le seul cadre des opérations conduites par l'Union européenne, donc 3 opérations conduites simultanément dans le cadre de l'agence Frontex, opération coordonnée par Frontex, la fameuse agence européenne, et par l'opération EUNAVFOR Med-Sophia, conduite dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, en charge de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains jusqu'en 2020, avril 2020. Alors, j'ai fait déjà un petit tour d'horizon. Il me semble pouvoir être mis en avant. Alors, je suis professeur de droit, je ne me suis pas présenté, Jean-Christophe Martin, Université Côte d'Azur. Je suis professeur de droit. Je voudrais prendre 3 exemples dans l'actualité très récente pour montrer combien le sujet est brûlant. Le premier exemple, alors il n'est pas franchement juridique, mais quand même, je parlais de Frontex. J'ai en tête la démission en avril 2022 présentée par le directeur de Frontex, qui avait agence qui a été accusé d'actions de pushback contre les migrants par voie à la fois terrestre, maritime. Une enquête a été conduite par l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne. Son rapport non publié a conduit à la démission du directeur de Frontex le jour où le conseil d'administration de Frontex prenait connaissance de ce rapport. Donc ça fait déjà réfléchir. 2 autres éléments que je tire de l'actualité la plus récente et qui, eux, sont purement juridiques, proprement juridiques. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme récent, 7 juillet 2022, dans lequel la Cour de Strasbourg a condamné la Grèce pour une opération conduite en mer de pushback, là encore, de migrants. Il était question de tracter un navire intercepté en mer et de le repousser dans les eaux turques. Donc condamnation pour violation du droit à la vie, 21 personnes qui sont décédées à la suite de cette opération. Et enfin, mon dernier exemple, encore plus près dans le temps, 1er août 2022, la Cour de justice de l'Union européenne, cette fois, qui rend une décision sur question préjudicielle posée par un tribunal de Sicile, en Italie, au sujet de l'immobilisation des navires des ONG humanitaires qui procèdent à des opérations de sauvetage en mer de migrants, immobilisation pour des raisons juridiques invoquées de manière plus ou moins abusive. Bref, je m'en tiens là pour mes propos introductifs. Mon rôle va rester assez modeste dans le cadre de cette table ronde que nous avons choisi d'organiser en 2 temps. Dans un premier temps, chacun des intervenants va vous présenter son regard sur la situation actuelle et son analyse de ce qui est fait, pourrait être fait, devrait être fait face à ces flux migratoires et aux enjeux sécuritaires dont il reste à définir les contours cet après-midi. Deuxième temps,
la parole va circuler entre les membres du panel, mais aussi avec vous ici réunis dans cette salle Colbert. Je vous présente rapidement parce que leur CV est très long. Ils ont été tous engagés dans un grand nombre d'actions, d'activités au cours d'une carrière riche. Les 4 membres de cette table ronde, de ce panel, en commençant par Vincent Cochetel, agent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vincent Cochetel est à l'heure actuelle envoyé spécial pour la situation en Méditerranée centrale et occidentale. Ensuite, Jean-Michel Martinet. J'ai quand même pris mes petites notes quelque part. Voilà. Donc, directeur de projet. Vous êtes désormais en poste à la FMES. Vous êtes directeur de projet Session maritime méditerranéenne à la FMES, contre-amiral. Vous avez été deputy commander de l'opération EUNAVFOR Med Sophia, puis Irini aussi. Vous avez connu la transition entre les 2 opérations. Contre-amiral Jacinto Siandra, j'espère bien prononcer votre nom, qui est contre-amiral au sein de la marine italienne. Et enfin, le général Cyril Yurchenko, général au sein de l'armée de terre, qui a œuvré assez longtemps, je dirais, au sein de la Légion étrangère, et qui actuellement est donc général de brigade et adjoint de l'officier général de zone de défense et de sécurité sud. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de siéger dans ce panel pour traiter de ce sujet brûlant, je le disais. Nous allons faire circuler la parole dans l'ordre de notre classement, tout était organisé à l'avance, en commençant donc par Vincent Cochetel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quelques réflexions. Merci aux organisateurs, merci aussi à tous les bénévoles et stagiaires qui sont derrière cet événement. On a tous commencé comme stagiaires à un moment donné. Donc courage, cette génération-là va partir, on a besoin de 109. Je vais commencer par une petite remarque terminologique. C'est un peu ennuyant de parler de terminologie, mais parler de migration, ça réduit le cadre tout de suite. Parce qu'on se pose tout de suite dans un cadre de réduction, de contrôle des migrations. Je préfère parler de mouvement mixte, parce que les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays sont variées. Et ce n'est pas toujours une seule raison pour lesquelles les gens partent. Donc je préfère parler en général de mouvement mixte. On va parler surtout, parce que c'est ce qui intéresse, c'est les mouvements mixtes irréguliers, ceux qu'on voit sur les écrans de télé, ceux qui traversent la Méditerranée ou la façade atlantique nord-ouest pour aller aux îles Canaries. C'est des mouvements très médiatisés, mais il faut savoir que la migration légale des 2 côtés de la Méditerranée est beaucoup plus importante. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Là, on parle de millions de personnes. Tandis que quand on parle de mouvements mixtes irréguliers par voie de mer, si je prends les chiffres jusqu'à la fin du mois de juillet, on est à 72 000 départs des côtes d'Afrique du Nord. 72 000 départs pour 48 000 arrivées. Le reste est où il y a des morts en mer, où il y a des interceptions ou des sauvetages opérés par les gardes-côtes des pays d'Afrique du Nord. En termes de pourcentage, 72 000 départs, ce n'est pas plus que l'année d'avant. On est à 0% d'augmentation. En termes d'arrivées, il y a un certain nombre de pays qui voient une augmentation des arrivées, en particulier l'Italie, qui a vu une augmentation cette année de 20% des arrivées. Et moins d'interceptions et moins de sauvetages en mer par les pays d'Afrique du Nord, en particulier par la Libye, moins 25% depuis le début de l'année. Mais au-delà de ces chiffres, il faut les garder vraiment en perspective. Là encore, les mouvements irréguliers de population par voie terrestre sur le continent africain sont beaucoup plus importants que ces mouvements maritimes dont on parle. Donc gardons tout ça en proportion. Et quand on dit yaka, c'est facile à arrêter, c'est facile à contrôler, faut garder à l'esprit que si on se projette sur une autre mer, la Manche, les départs de la France, de la Calaisie pour aller en Angleterre, c'est quand même 30 000 arrivées depuis le début de l'année. Donc un petit peu moins que de la moitié des arrivées en Italie. Juste pour garder les chiffres un petit peu en perspective. En termes de tendances nouvelles, on voit depuis maintenant 3 mois beaucoup plus de bateaux en partance du Liban. C'est un phénomène nouveau.
et non seulement des bateaux en partance du Liban avec des Syriens à bord, des Égyptiens à bord, mais on voit des Libanais partir sur ces bateaux. Et pour nous, en termes de prédiction, on n'avait jamais pensé que les Libanais allaient partir, quitter leur pays par bateau. Donc c'est un phénomène nouveau, avec une prise de responsabilité, je dirais, des pays intermédiaires qui est minimale. On voit les bateaux qui passent par les zones de recherche en mer et de sauvetage en mer de la Grèce, de Malte, et parfois ils sont ravitaillés, parfois ils sont aiguillés, mais tous poursuivent leur chemin jusqu'en Italie. Il y a quelque chose d'absolument anormal au regard du droit maritime international et au regard des obligations de ces États sur la route. Deuxième phénomène qu'on voit, c'est une explosion des départs de la Tunisie. Et là, on parle principalement de migrants économiques et pas de gens qui sont des réfugiés qui fuiraient guerre ou persécution. Et c'est des départs qui s'orientent de plus en plus vers une petite île, Pantelleria, qui est juste à l'opposé de Kelibia sur la côte tunisienne. Et on voit le phénomène sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens glorifient et parlent de la facilité de ces déplacements à travers la Méditerranée, ce qui est un petit peu inquiétant quand les gens pensent qu'il n'y a plus de danger et qu'automatiquement le paradis est à portée de main. En termes de nationalité, les départs des côtes d'Afrique du Nord vers l'Europe, très peu d'évolution sur ces dernières années. Les nationalités restent à peu près les mêmes, avec un petit peu plus de Tunisiens et d'Égyptiens ces mois derniers. Mais une des grosses nationalités, c'est le Bangladesh. C'est donc là un mouvement qui est transcontinental, qui passe par les Émirats arabes unis, par l'Égypte pour arriver sur la Libye. Ce n'est pas du tout un mouvement qui prend racine sur le continent africain. Le pourcentage de réfugiés et de gens qui auront une forme de protection ou une autre en Europe, c'est à peu près 30%. Là, c'est une moyenne que je fais sur l'ensemble des nationalités qui arrivent sur les rives méditerranéennes de l'Europe. Il y a des variations en fonction des nationalités et effectivement des conditions qui existent dans les pays d'origine. 30% des gens qui sont réfugiés ou qui vont avoir un droit au séjour d'une manière ou d'une autre dans les pays européens, 70% n'ont pas le droit à ce séjour. Donc pour eux, la question se pose, c'est la question d'un retour vers leur pays d'origine. En termes de genre, moins de 15% des gens sur ces bateaux sont des femmes. Là encore, ça pose un certain problème. Quand on parle d'équité en termes d'accès à la protection internationale, ce n'est pas un système qui fonctionne. Il faut être jeune et plutôt un homme pour partir sur un bateau et avoir cet accès-là à une forme de protection internationale. Au niveau des pays de la Méditerranée, au niveau des pays européens méditerranéens, on voit que l'ensemble des personnes débarquées ou secourues en mer arrivent sur l'Espagne et sur l'Italie. Les autres pays européens font défaut en termes d'obligations, en termes de partage de responsabilités. C'est là assez anormal. Je parlais du phénomène d'un certain nombre de pays. On le voit avec Malte qui encourage les bateaux à quitter leur zone de sauvetage et de recherche en mer pour aller vers la zone italienne. Parfois en donnant même des gilets de sauvetage aux gens sur les bateaux. Parfois même en leur donnant de l'essence. Donc on voit plus qu'une tolérance, c'est plus de l'encouragement à quitter la zone de sauvetage en mer. Alors, bien entendu, Malta a besoin d'aide aussi. Malta a une zone de recherche en mer qui est disproportionnée par rapport à la taille du pays, a des contraintes géographiques très particulières, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse viable au niveau d'un seul pays de l'Union européenne. Il faut une réponse avec une mutualisation des responsabilités à tous les niveaux. Au niveau de l'examen des demandes des gens qui arrivent, au niveau des débarquements et au niveau des retours vers les pays d'origine. De la même manière, il faut une mutualisation des responsabilités au niveau de l'Afrique du Nord. Tous les pays ne collaborent pas de la même manière en termes de sauvetage en mer. On voit des pratiques en contradiction avec le droit maritime international sur l'ensemble des côtes de la rive nord
de la Méditerranée. Là, quand je dis rive nord, pardon, des pays d'Afrique du Nord. À part, je ferai peut-être une exception de la Tunisie qui, aujourd'hui, secoue en mer un certain nombre de gens qui sont dans la zone maltaise ou qui sont dans la zone libyenne. Donc, ils vont au-delà de leurs responsabilités. On voit une mise en question assez générale par un certain nombre d'États de la notion de détresse en mer. Là, on parle des fondamentaux du droit maritime international. On voit un questionnement de la notion de lieu sûr, là encore, débarquement dans un lieu sûr en droit international. Aujourd'hui, la Libye n'est pas un lieu sûr. Les autres pays d'Afrique du Nord sont pour nous des lieux sûrs où un débarquement peut être opéré. On voit aussi des pratiques de la marine marchande qui sont dangereuses, notamment un certain nombre de vaisseaux. Quand le centre de secours en mer de Rome appelle à l'aide pour coordonner des secours en mer, appelle à l'aide, il y a beaucoup de vaisseaux qui éteignent leurs signaux. C'est une obligation en droit maritime international, il n'y a qu'une exception en cas de risque de piraterie, mais on voit des vaisseaux qui éteignent leur système AIS, un système d'identification obligatoire sur les vaisseaux d'un certain nombre de tonnages. Et donc ces navires marchands ne veulent pas assumer de responsabilité en termes de sauvetage en mer parce qu'ils ont peur de ne pas savoir où débarquer les gens ou parce qu'il va y avoir des coûts supplémentaires, des déviations de leur route commerciale pour acheminer ces gens-là vers un lieu sûr. Donc plutôt que de se poser un problème, on laisse les gens en mer et on n'assure pas de responsabilité. C'est grave parce que ça met en cause tout un régime qui date de centaines d'années. Et ce que la Cour internationale de justice appelait dans un de ses premiers arrêts des considérations élémentaires d'humanité. Quelle que soit la raison pour laquelle les gens quittent leur pays, et c'est jamais par plaisir, sauver les gens en mer, c'est comme sauver les gens dans un incendie, il n'y a pas à se poser de questions, il faut les sauver, et après, il faut mutualiser la réponse. Alors, quels sont les éléments de réponse ? On prêche un peu dans le vide, mais j'espère qu'on va avancer tant au niveau européen qu'au niveau nord-africain. Certainement, une meilleure réception et un meilleur filtrage des gens une fois débarqués, parce que ce qui se passe dans beaucoup de pays est malheureusement un peu du bricolage, et les gens s'évaporent et après passent par les frontières terrestres. Donc il y a de facto un système de relocalisation irrégulier à travers l'Europe, des gens qui arrivent en Espagne et en Italie, pas tout le monde, il y a des gens qui restent en Espagne et en Italie. Et ce système a lieu parce qu'il n'y a pas de partage de la responsabilité au niveau des pays européens. Il y a des accords à minima qui portent sur des petits montants et qui ne sont pas pour l'instant efficaces. Donc il faut un partage de responsabilité à tous les niveaux, au niveau des pays de débarquement. Et là aussi, les efforts doivent être équivalents en Afrique du Nord. Il n'y a pas des États qui ont plus de responsabilités au regard du droit international que les autres. Il faut une politique de retour qui marche. Tant qu'il n'y a pas de politique de retour qui marche, la question des procédures d'asile d'abord vont être encombrées. Les populations mettent en doute la crédibilité et le bien fondé des systèmes d'asile au niveau européen. Et il est très difficile de discuter de migration légale dont on a besoin en Europe et en Afrique du Nord aussi. On a besoin de migration légale dans beaucoup de secteurs d'économie, en Europe et en Afrique du Nord. J'insiste sur la partie Afrique du Nord. On a toujours l'idée que les gens vont en Libye pour aller en Europe. Non, 80% des gens qui vont en Libye pour travailler en Libye. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. C'est 600 000 travailleurs étrangers en Libye qui sont là, qui vivent d'une manière stable, dans des conditions difficiles, mais qui sont là pour travailler et renvoyer de l'argent dans leur pays. Et donc on a un intérêt à leur stabilisation sur le territoire libyen. Donc tant qu'il n'y a pas une politique de retour efficace, je disais, on peut difficilement parler d'une augmentation de la migration légale, et les systèmes d'asile sont mis en question par les opinions publiques. Il faut combattre la traite des êtres humains d'une manière beaucoup plus efficace. Je crois qu'il y a un grand décalage en Europe entre le discours. J'ai entendu beaucoup de leaders européens dire qu'il faut casser le business model des trafiquants. Ouais, en réalité, on parle beaucoup, on fait peu. On fait sur le territoire européen, sous la juridiction des États en question. Il y a un bon travail de fait.
Il y a eu un travail de renseignement qui a été fait dans le cadre de l'opération Irini, dans le cadre de l'opération Sophia, un travail de renseignement qui est intéressant, mais il y a très peu d'échanges d'informations avec les pays d'Afrique du Nord, très peu de collaboration interétatique en Afrique du Nord, très peu de collaboration interétatique entre les pays d'Afrique du Nord et les pays d'où proviennent ces trafics. Donc il faut traiter de cette question-là de la traite dans la profondeur, sous un aspect sécuritaire, mais aussi sous un aspect de protection des victimes. Les victimes ont le droit à un certain nombre de facilités dans le cadre du protocole de Palerme. Et les victimes de traite sont potentiellement des témoins clés pour démanteler des gros réseaux qui sont des réseaux transnationaux aujourd'hui qui déstabilisent un certain nombre d'États. Ce n'est pas simplement une activité criminelle, c'est une activité qui met en danger la stabilité d'un certain nombre de pays. Un certain nombre de trafiquants aujourd'hui en Libye sont des gens qui ont réinvesti l'argent de leur activité criminelle dans des business légaux qui sont aujourd'hui reconnus comme des chefs dans leur communauté parce qu'ils possèdent des cliniques, parce qu'ils possèdent des usines, parce qu'ils possèdent des commerces, mais à l'origine, ce sont des trafiquants et qui maintiennent des activités ou de traite ou de protection d'autres réseaux impliqués dans la traite. Voilà, il faut aussi travailler dans la profondeur des mouvements. Pour nous, c'est une des priorités. Essayer d'identifier les activités programmatiques à valeur stabilisante dans ce qu'on appelle en Europe des pays de transit, mais en fait, ce n'est pas des pays de transit, c'est des pays hôtes qui hébergent des populations réfugiées bien plus importantes qu'en Europe, sur le continent africain, et même après l'arrivée de millions d'Ukrainiens en Europe. Vous prenez des pays comme le Tchad, comme la Mauritanie, comme le Soudan, c'est des pays qui hébergent le Niger, qui hébergent de larges populations de réfugiés. Il faut stabiliser par de l'assistance humanitaire, par de l'assistance de développement aux communautés hôtes, les réfugiés dans ces pays-là, pour éviter qu'ils soient tentés par le rêve d'aller vers le Maroc, le Sahara occidental, ou la Libye ou la Tunisie. Ce n'est pas facile, mais là encore, il faut un partage de responsabilités. Et puis sur le plan politique, il faut éviter aussi l'instrumentalisation. Les Anglais parlent de weaponization, instrumentalisation des mouvements mixtes. On a vu ça en 2015, à partir de la Turquie. On a vu ça le 17 mai 2021 à la frontière espagnole de l'enclave de Melilla en Afrique du Nord. Et on a vu des attaques concertées aussi sur la même frontière plus récemment au mois de juin. Donc il faut travailler avec ces États-là pour leur dire que cette instrumentalisation n'est pas une manière responsable de gérer ces problèmes-là. Il ne s'agit pas de regarder que le problème, il y a une dimension humaine à ces problèmes-là, et il faut trouver des solutions qui sont adaptées aux communautés, aux pays d'origine, de façon à utiliser toutes les options qui sont sur la table. Il n'y a pas de solution miracle, les mouvements mixtes vont continuer, compte tenu de la dégradation que l'on voit sur le continent africain, à beaucoup d'égards. Aucune guerre n'est réglée, aucun conflit ces 10 dernières années n'a été réglé à part la Côte d'Ivoire. Autrement, on n'a pas de solution politique à aucun des conflits. On a un problème de sécurité alimentaire, on a une dégradation environnementale, ça ne provoque pas des mouvements transfrontaliers, plutôt des déplacements à l'intérieur du pays, mais c'est effectivement des tendances de fond qu'il faut observer. On a parlé de la bombe démographique également, c'est des tendances de fond à observer. Donc on ne va pas éliminer ces mouvements mixtes, ce n'est pas possible, il faut les gérer, et il faut les gérer d'une manière collective et responsable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cochetel, pour ce diagnostic très net et les solutions que vous proposez déjà, que vous envisagez aux problèmes structurels que vous avez décryptés. Vous avez plus ou moins terminé votre propos sur ce défi majeur que constitue la lutte contre le trafic de migrants et ou la traite des êtres humains. C'était le cœur de la mission de l'opération EUNAVFOR Med Sophia conduite par l'Union européenne, dont Jean-Michel Martinet, le contre-amiral Jean-Michel Martinet, a été Deputy Commander. Donc à lui maintenant la parole pour nous exposer votre vision de la situation et des enjeux qui se présentent. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez brossé un tableau extrêmement exhaustif de la situation en Méditerranée et des problématiques migratoires auxquelles nous sommes confrontés. Je vais essayer d'apporter un éclairage, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'apporter un éclairage un petit peu complémentaire sur ma perception de la problématique migratoire de façon globale en Méditerranée, avec un petit focus sur la Méditerranée centrale en essayant d'apporter quelques éléments complémentaires. En quoi cela constitue un enjeu de sécurité, et puis des pistes également pour ce qui pourrait être fait, et on pourra parler de ce qui a été fait par Sophia entre 2015 et puis mars 2020. Voilà. Donc la migration en Méditerranée, c'est quelque chose, c'est pas un phénomène récent, hein, ça a toujours existé au travers des siècles, en fonction des conditions géopolitiques du moment. Alors il est certain que de nos jours, c'est un phénomène qui est un souci prégnant pour les pays européens en particulier, qui sont tenaillés entre deux enjeux contradictoires. D'une part, l'obligation humanitaire de porter secours en mer, mais d'autre part, la volonté de maîtriser les entrées illégales de migrants sur leur territoire. Enfin, il y a là derrière un véritable enjeu de souveraineté à maîtriser ces entrées de population étrangère. Et même si les chiffres, et je reviendrai un petit peu sur les chiffres de la Méditerranée centrale, sont faibles en comparaison de la migration régulière, l'impact politique est tel que ça constitue une véritable préoccupation et un véritable enjeu. Alors, les raisons de la migration, vous les avez décrites. Hein. On pense, alors il y a diverses raisons. Il y a des raisons, une migration peut être déclenchée après une catastrophe naturelle, après des problèmes économiques, des pénuries alimentaires. On l'a vu qu'avec la pandémie de Covid, une crise sanitaire pouvait avoir des effets immédiats sur la migration, mais aussi des effets différés dans la durée, compte tenu des ralentissements économiques qu'elle provoque pour l'économie mondiale, donc avec des répercussions également, une incitation au départ des pays les plus pauvres. Les deux raisons majeures sont bien évidemment les guerres civiles et les guerres civiles et les conflits. Et là, on pense au printemps arabe de 2011, on pense à la crise migratoire de 2015-2016, où 850 000 réfugiés syriens sont passés par la Turquie vers la Grèce et vers d'autres pays européens. Donc il y a véritablement une prise de conscience à ce moment-là, et c'était la période de lancement de l'opération Sophia, d'une inadaptation ou d'une impréparation à une telle arrivée massive. Et il a fallu que l'Europe réagisse en urgence pour rétablir la situation, avec en particulier le pacte sur le droit d'asile européen, les accords avec la Turquie, la mise en place des hotspots en mer Égée, et puis le renforcement de la surveillance, des surveillances aux frontières. Voilà. Donc Sophia, qui avait été lancée à cette époque-là, c'était une réaction d'urgence, c'était une opération militaire en situation d'urgence. Qui mieux que les militaires pour réagir de façon urgente? Et donc c'est une opération qui avait été lancée après le naufrage d'un bateau qui avait fait près de 700 morts au large des côtes libyennes, pour apporter, alors d'une part, une réponse humanitaire, mais d'autre part, lutter contre les trafics de migrants, en allant au-devant de ces bateaux pour essayer d'identifier les passeurs. Et Sophia ne travaillait pas seule, hein. Sophia travaillait en liaison étroite avec l'agence Frontex, mais surtout avec Interpol, puisque à bord des bateaux de l'opération Sophia, il y avait une petite cellule armée par des marins de l'opération Sophia, mais également des agents d'Interpol, pour aller conduire les enquêtes au plus proche, interroger au plus tôt les migrants et les passeurs potentiellement identifiés. Et il y en a eu. Donc voilà un exemple de réponse dans l'urgence. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte de la crise migratoire 2015, mais la menace, elle existe toujours fortement. Hein. On a la Syrie, on a la Libye, qui sont deux foyers potentiels qui à tout moment peuvent engendrer à nouveau des flux importants. On a également la présence dans la durée de millions de réfugiés dans un certain nombre de pays pour lesquels cette présence va devenir insoutenable, mais insoutenable au sens économique du terme, où la présence de ces millions de réfugiés va être difficile à vivre pour les populations locales, qui vont à un moment ou à un autre, qui risquent d'avoir des phénomènes de rejet et de les pousser vers la migration. Voilà. Donc il va falloir continuer à
à réfléchir pour trouver effectivement les solutions juridiques, parce qu'on a fait mention de beaucoup d'obligations, beaucoup d'obligations, donc il va falloir trouver de nouvelles règles juridiques et de nouvelles règles opérationnelles pour pouvoir assumer les potentielles crises futures. Alors, le petit focus sur la Méditerranée centrale, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, effectivement, la Méditerranée centrale, c'est devenu, durant les 2 ou 3 dernières années, la principale voie d'accès vers l'Europe pour les migrations en provenance du Sud. Alors, par Méditerranée centrale, mais vous l'avez dit, c'est bien les arrivées à Malte et en Italie, en provenance principalement de Libye, et je vais revenir sur la Libye et la Tunisie, mais également de façon un peu plus secondaire d'Algérie, d'Égypte, et puis ce nouveau flux de Turquie. Mais Turquie qui est intéressant, parce que là, on est vraiment sur du trafic de migrants opéré par les mafias russes et ukrainiennes. Et puis ce nouveau flux, ces nouveaux départs du Liban. Voilà. Donc c'est effectivement la voie la plus meurtrière. Vous disiez que c'était la voie la plus... En fait, c'est 85% des décès enregistrés en mer qui se sont produits sur cette route. Alors de Libye, le flux est tombé à son niveau le plus bas en 2019, un peu moins de 15 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes européennes, avant de reprendre une croissance exponentielle. Il a doublé en 2020 avec 35 000, doublé encore en 2021 70 000, et il semble qu'on soit sur le même schéma pour 2022. Donc on va revenir vers des chiffres qui commencent à être véritablement significatifs. Là, on est vraiment sur des phénomènes criminels organisés, de passeurs, qui ont recours soit à des embarcations pneumatiques de grande capacité qu'ils importent de Chine, qui est capable d'accueillir, des sortes d'énormes zodiacs capables d'accueillir une centaine de migrants qui mettent en route vers le nord, ou des embarcations en bois spécialement conçues à cet effet, qui peuvent embarquer sur plusieurs ponts, plusieurs centaines de migrants. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'organisation criminelle qui est à l'œuvre. Et comme vous le disiez, 600 000 migrants présents en Libye, mais pour bon nombre d'entre eux, c'est une destination finale. Il y a, nous estimions à une centaine de milliers les candidats potentiels au départ, ce chiffre pouvant varier en fonction des situations, en particulier le Covid, avec les conséquences qu'il a eues sur les centres d'accueil en Libye, était un fort facteur incitatif au départ. Bon, Tunisie, c'est une situation un peu complètement différente. On est beaucoup plus sur la population tunisienne en raison mais c'est important quand je reparlerai des enjeux de sécurité tels que je les perçois. Voilà. Alors, ces enjeux de sécurité, pour moi, il y en a 3. Donc, le premier enjeu de sécurité, il est lié aux réseaux criminels qui utilisent ces mouvements de population, qui utilisent cette migration. 90% des migrants qui partent ont eu affaire à des réseaux criminels. Ils ont eu affaire à des réseaux criminels dans les pays de départ, pour le recrutement, dans les pays de transit qui les aident, qui mettent en place, et y compris dans les pays d'accueil en Europe, où en Europe, ils sont aussi pris en compte par des organisations criminelles qui peuvent en tirer divers bénéfices. Ces réseaux, ils sont extrêmement bien organisés. Ils utilisent des moyens modernes. Le recrutement pour le départ, il se fait sur Internet. Il se fait sur les réseaux sociaux. Et c'est important quand on parlera des solutions. Il se fait sur les réseaux sociaux. Il y a véritablement des services intégrés qui sont offerts par les réseaux criminels qui à la fois offrent les voies et moyens d'entamer le voyage, mais qui également offrent des packages complets incluant de faux documents d'identité pour l'arrivée dans les pays européens et qui vont jusqu'à offrir des services de conseil sur le droit social de tel ou tel pays de destination. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement organisé. Donc premier enjeu, c'est ces organisations criminelles mêlées, parce qu'on voit bien que si on est capable d'offrir de faux documents, on n'a pas affaire à un simple passeur qui agit par idéologie, mais on a bien affaire à des organisations extrêmement structurées avec des connexions dans d'autres domaines du crime organisé, en particulier en Europe. Voilà. Donc voilà le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de déstabilisation des pays
dans lesquels transitent ces migrants. On peut prendre le cas de la Tunisie. Hein. En fait, 2/3 des migrants au départ de Tunisie sont tunisiens, mais le tiers restant sont originaires d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc il y a une présence extrêmement importante. Et donc les Tunisiens qui partent, ils partent pour raison économique, compte tenu de la crise économique en Tunisie. Donc on voit bien que pour la Tunisie, cette présence de migrants subsahariens, c'est un facteur de déstabilisation à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est difficilement soutenable, d'un côté, mais d'un autre côté, parce qu'elle crée aussi des déséquilibres sociétaux internes. Parce que ces migrants, ils sont aussi employés en Tunisie, ils sont aussi exploités en Tunisie, avec d'autres phénomènes. Voilà. Donc derrière cette migration de Tunisie, on a, si je schématisais, on peut avoir des départs de gens formés qui migrent vers l'Europe pour trouver un travail, et puis une présence de migrants subsahariens qui arrivent et qui déstabilisent le pays. Voilà. Deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu, vous l'avez mentionné, c'est l'utilisation géopolitique du migrant comme arme. Et donc là, on est sur une déshumanisation du migrant qui est utilisée comme une arme. Donc vous l'avez bien dit, hein, le président Erdogan l'a fait à l'encontre de la Grèce, hein, en incitant et en provoquant des départs par milliers. Ça a été fait également à Ceuta. Il s'agissait là, en l'occurrence, de réagir à l'accueil par l'Espagne du leader du Front Polisario qui était hospitalisé. Voilà. Donc là, on a véritablement 2 exemples caractérisés de cette tendance nouvelle à utiliser à des fins géopolitiques la migration. Voilà. Alors, les solutions ne sont pas simples. S'il y avait eu des solutions simples, elles auraient déjà été appliquées. D'abord, la première urgence, elle est humanitaire. Voilà. Humanitaire pour aller effectivement sauver les vies de ces gens que les passeurs incitent à aller risquer leur vie en mer. Et en première ligne de cette réponse humanitaire, on a les ONG. Les ONG qui aujourd'hui opèrent, les organisations non gouvernementales qui opèrent en Méditerranée, exclusivement en Méditerranée centrale d'ailleurs, avec de nombreux moyens. Il y a aujourd'hui 15 bateaux des ONG qui sont en Méditerranée centrale, qui arrivent à assurer une quasi-permanence. 15 bateaux, c'est 5 bateaux de plus qu'en 2020. Voilà, donc une flotte qui est en augmentation, en nombre, mais également en capacité. Parce que les nouveaux bateaux des ONG sont des bateaux de grande capacité, capables d'accueillir dans des conditions satisfaisantes jusqu'à 600, 700 migrants. Donc leur mode opératoire, c'est de récupérer ces migrants et ensuite demander un port de débarquement plutôt à l'Italie. Voilà. Alors, ils opèrent en liaison avec des avions, hein, puisqu'il y a également des avions qui sont mis en œuvre par les ONG pour repérer les embarcations de migrants. Donc c'est une véritable organisation militaire qui a été mise en place et une concertation par les ONG. Le problème, c'est que il y a un effet un peu pervers derrière. L'effet pervers, c'est l'incitation au départ. Voilà. Et je vous disais que les réseaux de trafiquants étaient parfaitement organisés, utilisaient les moyens modernes, les réseaux sociaux pour organiser les départs. Et ça a été parfaitement documenté. Les ONG sont extrêmement actives au point de vue de la communication. Et les passeurs s'en servent pour promouvoir leur départ. Voilà. Ça, c'est parfaitement clair. Et donc, la présence de ces bateaux des ONG est un facteur d'incitation très clair au départ. Comme l'était la présence des bateaux de Sofia. Si l'opération Sofia, l'opération Sofia a été mais après, on aura l'occasion de parler également de Maresicco, a été un succès. En faisant drastiquement diminuer le nombre de morts en mer, le nombre de départs et par voie de conséquence le nombre de morts en mer. Il était temps de l'arrêter lorsque la présence des bateaux constituait un élément d'attraction. Déployer un bâtiment militaire à proximité des côtes libyennes, peut exercer un effet d'attraction sur le migrant. Voilà. Donc ça, c'est le revers de la médaille de la présence trop ostensible de moyens pour cette mission humanitaire. Donc l'autre réponse, elle est forcément institutionnelle. Hein. Elle est forcément institutionnelle. Elle passe en particulier par le plan d'action d'Union européenne pour la lutte contre les trafics d'êtres humains, le plan d'action 2021-2025, et elle passe forcément par une approche globale. Une approche globale qui doit nous amener à travailler, ça commence par l'aide au développement dans les pays de départ de ces migrants,
Ça se poursuit par une approche intégrée pour la surveillance des frontières avec l'ensemble des pays de transit. Et ça se termine avec du développement capacitaire également et de l'aide au développement dans les pays de départ de la rive sud. Voilà un petit peu les pistes que l'on peut ouvrir. Alors ces actions-là, elles sont en cours. Hein. Si on prend la Libye, par exemple, l'Union européenne conduit en Libye une mission qui s'appelle EUBAM Libya, qui est une mission qui est destinée qui travaille avec l'ensemble des administrations libyennes en charge à la fois du contrôle des frontières terrestres et maritimes, mais aussi en charge de façon plus globale des phénomènes, enfin de la gestion de la migration, y compris des administrations genre des passeports et des visas en Libye. Travailler avec eux pour essayer de mettre en place une organisation plus efficiente, plus intégrée, et puis de travailler avec eux pour essayer également de faire du développement capacitaire. Voilà. Donc c'est typiquement vers ce genre de solutions qu'il faut s'orienter, je pense, pour combattre ce phénomène. Merci beaucoup. Là encore, un exposé très stimulant. Vous avez bien identifié les 3 enjeux clés pour vous, sécuritaires, liés au phénomène migratoire. Alors, je ne partage pas l'ensemble de vos analyses à titre personnel, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter, notamment sur les questions d'effets pervers de décisions en fonction de ce qu'elles entraînent. Et typiquement, l'exemple, c'est quand même l'arrêt de l'opération Sophia pour la transformer en Irini, pour ne plus avoir de composante navale, donc de secourir en mer des migrants, ce qui entraîne une recrudescence d'intervention des ONG, qu'après on accuse de faire appel d'air. Donc, bon, on pourra en discuter le moment venu. En tout cas, ça fait une bonne transition, probablement avec l'intervention suivante, puisque nous avons la chance d'avoir le contre-amiral Siandra de la marine italienne. Et là encore, dans le même ordre de considération, on peut peut-être rappeler que l'Italie, bon, État qui est en première ligne, hein, on l'aura bien compris, avait conduit 2013-2014, octobre 2013, octobre 2014, une opération purement humanitaire de sauvetage en mer des migrants, Mare Nostrum, qui en une seule année avait conduit au sauvetage de 150 000 personnes en détresse en mer, ce qui avait conduit l'Italie, devant faire face au fardeau, pour les raisons déjà expliquées, de l'accueil de ces migrants, débarquement en lieu sûr, etc., à solliciter l'aide de l'Union européenne, d'où l'opération Sophia en réponse à la demande italienne. Je vous donne donc la parole. Vous avez un micro devant vous. On peut peut-être se répartir les micros en termes de table. Contre-amiral Siandra, si ça marche. Sinon, je vous passe celui-ci, regardez. Merci, professeur. Merci. D'abord, je voudrais dire que je suis vraiment honoré d'être ici, ravi de participer à cette discussion avec des participants de si haut niveau. Et je suis aussi impressionné par le nombre d'auditeurs. Et j'avais imaginé de faire mon exposé en présentant d'abord une analyse de situation, comme nous, militaires, ils nous ont appris à faire. Mais heureusement, les gens qui m'ont précédé ont fait une analyse impeccable, rigoureuse de ce qui est la situation. Donc, ça me facilite énormément la tâche. Et donc, je vais rentrer directement dans le sujet dont je voudrais vous parler de façon directe comme officier de la marine italienne, c'est-à-dire l'engagement que notre marine a eu au cours des années dans le phénomène je parle de contrôle des flux migratoires. Il y a des gens qui parlent de lutte, mais je pense qu'on pourra revenir après sur cette affaire. Une fois que nous sommes en mer et vous êtes confrontés avec un petit bateau qui est dépourvu de tout système de sécurité, qui risque de couler d'un moment à l'autre, qui n'a pas l'essence pour arriver jusqu'à Pantelleria ou Lampedusa, vous comprenez immédiatement que l'activité se transforme très rapidement en activité de sauvetage en mer. Donc notre expérience comme marine italienne commence dans les années 90, quand nous sommes confrontés avec un phénomène important
d'immigration. Je parle bien sûr d'immigration par voie maritime en provenance de l'Albanie. Et là, c'était un moment important. Nous avons déployé des normes moyennes en mer, notamment des patrouilleurs, mais aussi jusqu'à arriver à des dispositifs plus importants. Et cette expérience de contrôle des flux migratoires s'est poursuivie au cours des années jusqu'à dans le XXIe siècle. Et l'axe de provenance, comme a été expliqué très clairement par mes prédécesseurs, s'est déplacé donc d'Albanie dans le sud vers le nord. Et là, nous avions historiquement des bateaux déployés en mer entre la Sicile, la Libye, la Tunisie pour faire le contrôle des activités de pêche. Et donc ces bateaux-là, au début, ont eu comme mission secondaire celle de participer aussi à la gestion des flux migratoires. Mais au fur et à mesure que le temps passe, que la situation change, que le printemps arabe avance, et on a compris que ce système-là de mission spécifique ne pouvait pas marcher. Donc, comme a été rappelé aussi par le professeur, parfois ce sont des événements spécifiques qui ont changé un peu la donne, des accidents en mer, et ils nous ont obligés de déployer des véritables dispositifs navals. Et donc je voudrais citer, ça a été fait déjà, Mare Nostrum, une mission humanitaire, mais aussi la participation à Frontex, à Triton dès 2014, et bien sûr la participation active, et je voudrais remercier l'amiral. Je pense que les pays qui sont plus engagés dans la mission Sophie, il suffit de regarder aux moyens déployés, sont la France et l'Italie. Mais il y a aussi une autre mission que nous avons déployée en mer qui s'appelle Mare Sicuro. Mare Sicuro était concentré avec un dispositif naval de 3-4 unités et des aéronefs aussi, surtout dans le sud de la Sicile pour protéger nos intérêts nationaux. Et cette mission a eu un changement important dès août dernier. Et ça a été transformé en Méditerranée Sicuro, c'est-à-dire la zone d'opération a été élargie donc de la Méditerranée centrale jusqu'à la Méditerranée orientale, la partie est de la Méditerranée. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de contrôle des flux migratoires, il s'agit aussi d'avoir une situation claire de ce qui se passe en mer. Et je pense que tout le monde ici sait quelle est la situation en Méditerranée en termes de bateaux étrangers et d'autres pays à la suite de la crise en Ukraine. Notamment, vous savez, la présence russe a été rappelée aussi ce matin, a énormément grandi en termes de quantité et de qualité des moyens déployés. Donc il fallait être présent pour surveiller cette zone de mer. Quelques données, j'espère ne pas être donner des données différentes par rapport à M. Cochetel, mais depuis 2014, donc par voie maritime, en Italie, ont été enregistrés 660 000 migrants, donc un nombre important, dont 82 000 ont été récupérés par les moyens de la marine. Une donnée importante est celle-ci, d'après moi. Nous avons saisi 1600 bateaux, et c'est un nombre important, et 1300 passeurs ont été présumés, bien sûr, ont été apprentis et remis aux autorités judiciaires. Actuellement, comme je disais, nous sommes présents en mer, il y a une permanence de bateaux, d'aéronefs, tout ça. Et pendant la dernière année, nous avons enregistré jusqu'à présent, et cela, il me semble que vous avez donné le même nombre, environ 62 000 migrants par voie maritime en Italie. Il y a un petit plus par rapport à l'année dernière, mais par rapport à il y a 12 ans, c'est 3 fois plus.
aller en mer, patrouiller, faire des sauvetages, partager les informations, c'est important aussi. Mais comme cela a été rappelé par mes prédécesseurs, il est important aussi de donner aux pays de départ des moyens de surveillance de leur propre côte. C'est pour ça qu'un autre axe d'effort de notre marine est celui de la coopération et de soutenir en termes d'augmenter leur capacité les pays de départ. Et en particulier, en ce moment, nous sommes engagés en Libye avec une attention particulière en termes de leur donner une capacité plus possible autonome de surveiller, d'effectuer des sauvetages en mer. En termes de moyenne, quand vous participez à des missions comme ça pendant une vingtaine d'années, cela a un impact aussi sur la construction des nouveaux moyens que vous mettez en place pour votre marine. Nous sommes, comme en France, une marine de hauteur, de blue water, comme on dit, donc une marine importante qui essaie d'avoir une ambition en termes de capacité militaire. Mais le fait d'être confronté à des missions aussi, disons, secondaires, mais très importantes comme le contrôle des flux migratoires, la recherche et le secours en mer, nous a amené à construire, à adapter nos exigences opérationnelles et à faire des bateaux très polyvalents. Et je voudrais citer en particulier la classe des patrouilleurs polyvalents de haute mer que nous avons déployé. Le premier de la classe est déjà opérationnel. Ce sont des bateaux assez flexibles qui peuvent être adaptés en fonction de la mission, embarquer des capacités supplémentaires et donc être plus adaptés à le contexte dans lequel notre marine doit opérer. Et aussi en termes de surveillance, il y a une adaptation très importante. On a notre centre opérationnel qui est basé à Rome, qui contrôle toute la Méditerranée. Nous avons créé un dispositif que nous avons appelé dispositif interministériel de surveillance maritime. C'est-à-dire c'est un centre où nous avons l'ambition de fusionner toutes les données que nous recevons de tous les capteurs en mer, des systèmes de surveillance. Et nous avons, avec quelques adaptations juridiques en cours, l'ambition de pouvoir donner aux autres administrations de l'État, les gardes-côtes, gardes des finances, le ministère de l'Intérieur aussi, la possibilité de récupérer les données pour leurs activités. En conclusion, j'étais très rapide, mais je voudrais dire que notre engagement est très important. Mais je voudrais dire aussi que, comme cela a été déjà dit, mais je voudrais le redire, que le contrôle, cette fois la lutte contre l'immigration clandestine ne se fait pas seulement avec une approche purement militaire. Il faut une approche à 360 degrés sur plusieurs dimensions. Et je pense que la coopération internationale, la dimension européenne, tout ça dont on pourra en parler, est très important et très décisive dans la gestion de ce phénomène. Merci. Merci beaucoup, contre-amiral, pour cet exposé très concret, très précis sur la vision, enfin, l'incidence sur le fonctionnement même de la marine italienne face à ce défi. Alors, vous concluez votre propos par une référence à la nécessité de coopération internationale. Ça fait le lien avec la dernière intervention. Je tiens à remercier particulièrement le général Yurchenko d'être là avec nous cet après-midi. Il ne figurait pas jusqu'à présent, enfin jusqu'à une période très récente, sur le programme, même si la diapositive a été mise à jour. Parce que jusqu'à la fin de la semaine dernière, le général Givre devait participer à la table ronde, mais suite à un problème personnel, il a dû renoncer à nous rejoindre et le général Yurchenko a accepté au pied levé, dirais-je, de le remplacer. C'est un grand plaisir pour nous que de vous entendre cet après-midi, d'autant que vous envisagez, alors avec votre comment on dit déjà, attachement, non, oui c'est ça, armée, ancrage.
Non, ouais, c'est plutôt pour les commissaires, ça. Mais, armée de terre, faire le lien mer-terre, en évoquant également la coopération internationale, je crois, transfrontalière, face à ces phénomènes dont on parle depuis tout à l'heure. Je vous donne tout de suite la parole. Merci de me donner la parole. Alors effectivement, le général Givre, qui commande le centre de doctrine de l'armée de terre, n'a pas pu venir. Et donc je le remplace en tant que général adjoint de la zone de défense et sécurité sud, aux ordres du général Facon. Alors merci de me donner la parole à un fantassin pour aborder les enjeux sécuritaires sur la rive nord de la Méditerranée. Pourquoi un bifin, comme disent les marins, peut se prononcer sur le passage de la mer à la terre. Alors tous ceux qui ont fait un peu de tactique ou d'art de la tactique savent que le changement de milieu est toujours un moment de faiblesse, de grande faiblesse, puisqu'on change de chef, et c'est généralement là un coin dans notre force, et c'est généralement là où les adversaires, les compétiteurs nous attaquent. Donc nous devons transformer cette faiblesse en opportunité, et c'est pour ça que je vais vous parler de ce qui se passe une fois qu'on arrive à terre, et une fois que tout ce que vous avez exposé parfaitement, Monsieur Cochetel, Jean-Michel, amiral, comment on fait pour distinguer qu'est-ce qui relève de l'immigration clandestine et qu'est-ce qui relève de la lutte antiterroriste, puisque moi je ne fais pas de la lutte antiterroriste. Je ne fais pas de la lutte contre l'immigration clandestine, pardon, ça c'est du ressort des forces de sécurité intérieure. Moi, je m'occupe uniquement de lutte antiterroriste. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais essayer de vous expliquer ça en revenant un peu sur comment l'armée de terre, elle, envisage cette lutte. Elle envisage cette lutte à travers 3 grands axes stratégiques qui ont déjà été plus ou moins évoqués ou brossés. Le premier axe du plus loin au plus près. Le premier axe le plus loin, c'est l'arc de crise et au-delà. C'est une action de prévention et d'influence qui est une réponse globale, qu'elle soit de la part des diplomates ou des militaires. Le deuxième axe, un peu plus près de nous, c'est la solidarité stratégique avec nos amis de l'Europe et nos alliés de l'OTAN, et notamment l'Espagne et l'Italie. Et enfin, l'axe que moi j'ai plutôt développé, la protection et la résilience, principalement centrée sur le territoire national. Alors l'armée de terre, bien sûr, elle intervient simultanément sur ces 3 champs. Toutes les unités de l'armée de terre sont capables de travailler sur ces 3 champs et apportent forcément une réponse globale. Alors, en tant que général adjoint de la zone de défense et sécurité sud, je suis plus particulièrement chargé des opérations et notamment de l'opération Sentinelle. Opération Sentinelle qui a évolué, comme vous le savez, depuis 2015 et qui, après les attentats de Nice, les derniers attentats de Nice, ont eu un volet de surveillance aux frontières que je vais développer. Mais avant de développer ce point, je dois faire quelques rappels sur l'engagement des armées sur le territoire national et vous dire que ce sont les préfets et le préfet de zone qui sont leaders sur le territoire national et ce sont les forces de sécurité intérieure qui interviennent, donc police, gendarmerie, police aux frontières notamment. Les armées ne sont que concurrentes sur le territoire national et elles agissent soit par réquisition, soit par demande de concours. La procédure est bien établie à travers un dialogue civilo-militaire dont je suis responsable pour l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et donc nos délégués militaires départementaux dans les 21 départements de la zone discutent avec leurs préfets pour savoir s'il faut mettre en place des forces armées sur le terrain pour combattre le terrorisme. Ensuite, il y a un dialogue qui remonte des préfets vers la préfecture de zone. Simultanément, moi, je demande au centre de planification et conduite des opérations les autorisations nécessaires. Et lorsque l'on s'accorde, eh bien, nous intervenons. Il y a un certain nombre de cellules de crise qui règlent ces problèmes. Une cellule notamment de coordination intérieure-défense qui a lieu tous les 2 mois et qui prévoit l'emploi des militaires sur le territoire national.
Donc, une fois brossée cette intervention, l'opération Sentinelle a évolué depuis 2015. Hein, ça est allé de 10 000 hommes à aujourd'hui un format un peu plus réduit, inférieur à 5 000 hommes. En zone sud, il y a un peu moins de 500 militaires qui patrouillent dans les villes. Nous faisons effort sur les villes, les grandes villes, hein, Toulouse, Marseille, Nice et Montpellier, et aux frontières italiennes, globalement de Montgenèvre à Menton, et frontières espagnoles au niveau de Port-Vendre. Donc Pyrénées, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Donc, que font les militaires sur ces frontières? Nous ne sommes pas sur la 8, nous ne sommes pas sur la 9, nous ne sommes pas dans les gares où passe 90% du flux, mais les gens qui passent par les gares et par l'autoroute, ce sont des immigrés qui n'ont rien à se reprocher et qui ne veulent pas se cacher, puisque au bout du 3e passage, ils ont presque 100% de chance d'arriver en France. Nous surveillons les endroits plus ou moins inaccessibles avec nos moyens propres, notre endurance, notre adaptabilité et notre, on va dire, notre résilience. Donc nous sommes sur les cols, nous sommes sur les chemins en montagne, nous sommes sur les anciens chemins douaniers qui ne sont plus occupés par les douaniers, mais donc par nous aujourd'hui. Et donc nous détectons, et nous ne faisons que de la détection, nous détectons ces immigrés clandestins que nous signalons aux forces de sécurité intérieure qui ensuite les interprètent. À eux de déterminer si ces gens-là sont malveillants ou non, s'ils ont des velléités terroristes ou non. Voilà, donc notre rôle, il est assez marginal, hein, puisque nos interceptions représentent que moins de 5% du flux global des migrants qui passent sur les grands axes. Mais il est, je pense, essentiel et dissuasif vis-à-vis de ces migrants. Je vais insister en guise d'ouverture sur une affaire que l'on a eu à traiter cet été, en lien avec l'opération Irini, pour faire un peu le lien entre la mer et la terre. Donc, je ne sais pas si cette information est confidentielle, je ne pense pas. Donc, je vais vous brosser à grands traits ce qui nous est arrivé. Donc, l'opération Irini a décelé une cargaison qui était soumise à l'embargo, embargo sur les armes, à destination de la Libye. Donc après un dialogue entre l'Union européenne et l'ONU, le port d'attache du bateau qui a été dérouté a été Marseille. Donc toutes ces opérations ont été menées par SECMED, le préfet maritime, qui est autorité en mer, et jusqu'à arriver au port de Marseille. Arrivé au port de Marseille, comme je vous disais en introduction, changement de milieu, c'est le préfet de zone, puisqu'on est à terre, c'est le préfet de zone qui prend le relais. Et donc nous avons appuyé le préfet de zone, puisque nous sommes en lien très direct avec SECMED. Nous avons appuyé le préfet de zone pour débarquer cette cargaison, l'emmener dans un lieu de stockage, la garder, accueillir les gens de l'ONU pour l'expertise, etc. Tout ça pour vous dire que demain, si nos camarades italiens changent leur politique, et que si jamais demain le port de Marseille ou les ports de la rive sud de la Méditerranée accueillent des bateaux qui viendraient à décharger non plus des véhicules, mais des hommes et des femmes, je pense qu'il faudra revoir toute notre politique de travail en commun, donc d'une part entre la marine et nous, mais aussi nous avec les préfets. Voilà, ceci termine mon briefing. Merci, Général, pour cette présentation, là encore, très stimulante de votre cadre d'action, cadre d'activité. Donc vous le voyez, il y avait une vraie complémentarité dans les regards portés par chacun des panélistes, que je remercie très chaleureusement pour cette contribution. Alors nous allons pouvoir ouvrir le deuxième temps de cette table ronde basée sur les échanges, les interactions. Avant que de donner la parole à vous, public, peut-être proposer aux 4 panélistes de réagir si vous avez, c'est facultatif, envie de réagir à certains propos tenus par d'autres panélistes.
Monsieur Martinet, Oui, amiral. non, mais une réaction par rapport à ce qu'a dit le général Yurchenko, Cyril, et puis à ce que vous avez dit, amiral, pour la bonne compréhension de tous, le mot frontière a été prononcé. Juste pour préciser un point important, hein, c'est qu'en mer, il n'y a pas de frontière, contrairement à ce qu'on peut parfois on peut penser, lire. Voilà. En mer, il n'y a pas de frontière. En mer, il y a des règles de droit international, et il y a des espaces maritimes dans lesquels s'appliquent ces règles de droit, espaces maritimes qui sont définis en fonction de leur distance des côtes. Voilà. Donc la mer territoriale, c'est 12 nautiques, donc l'action de la marine en particulier pour faire respect, où la marine apprécie le territoire, l'espace maritime national à 12 nautiques. La douane a des compétences jusqu'à 24 nautiques, et le pêcheur, quand il pense à sa frontière à lui, elle est au bout de la ZEE, elle est à 200 nautiques. Voilà. Donc il n'y a pas de frontière. Tout ça pour dire aussi que du coup, il n'y a pas de solution en mer. Il n'y a pas de barrière, il ne peut pas y avoir de solution en mer. Toute solution, elle est forcément à terre des deux côtés, dans les points de départ et dans les points d'arrivée. Voilà. Et puis je serais heureux de répondre à des questions sur l'opération Sophia, l'opération Irini. Parfait. Donc oui, le message est clair, pas de frontières. Bon, ça peut être discuté s'agissant de la mer territoriale qui délimite la souveraineté de l'État sur son territoire, la partie maritime de son territoire, mais on peut trouver des exceptions. Droit de passage inoffensif, etc. C'est très controversé, ça, parler entre juristes. Donc il y a non seulement des zones de compétence, mais des zones de responsabilité. Ça a aussi été évoqué en mer, en revanche, avec les zones Search and Rescue qui étaient évoquées par Vincent Cochetel tout à l'heure. Alors, je propose que nous ouvrions maintenant la discussion au sein de cette salle Colbert. Y a-t-il des questions? Si oui, je vous invite à vous lever si possible, à nous dire qui vous êtes et à poser la question, peut-être en précisant auquel des panélistes vous souhaitez vous adresser spécifiquement. Oui. Merci. Fadi Alama, je viens du Liban, en fait, le nouveau pays de départ, voilà, des émigrés. Bah, je ne sais pas, en écoutant là, vos discours, j'ai eu une idée peut-être, je ne sais pas, bête, banale, comme vous dites, je ne sais pas. Mais pourquoi? Parce que je sais très bien que c'est un problème pour l'Europe surtout. On parle de l'immigration des Méditerranée. Pour l'Union européenne et pour tous les pays européens. Est-ce que l'Europe ou bien l'Union européenne, en collaboration avec aussi l'Organisation des Nations Unies pour les immigrés, n'a pas envisagé un plan d'accueil, d'intégration de ces immigrés? Parce que ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas des gens, il ne faut pas diaboliser ces gens. Par exemple, moi je connais les Tripolitains qui ont décédé, noyés il y a quelques jours en face de Tartouse. Ce n'est pas des gens, c'est pas des terroristes, ce n'est pas des méchants, non, c'est des gens juste qui veulent sortir de cette misère dans laquelle les politiciens ont mis au Liban avec la corruption et tout. Voilà. Et vous avez proposé aussi l'aide à l'armée ou bien aux forces de sécurité. Mais je ne sais pas, vous avez dit, vous venez de dire, monsieur le général, qu'il n'y a pas de frontière dans la mer. Voyez. Et même ça serait difficile aussi. Même vous donnez autant d'aide aux forces de sécurité, elle ne va pas pouvoir contrôler, je pense, ce départ des bateaux. Voilà. Donc, voilà, je résume, une politique d'intégration, d'accueil, d'intégration, parce que l'Europe a besoin de la main-d'œuvre. Ce n'est pas envisageable? Voilà, merci. Donc, bien sûr, en collaboration avec les pays de départ, une des solutions. Voilà, merci. Merci. Je passe en mode actif. Alors, qui veut répondre à cette question? Personne. Alors ouais, moi je rebondirai aussi. Vas-y, mets sur l'accueil et puis moi je rebondirai sur l'aide. Oui, non, sur l'accueil, bon, d'abord, il n'y a pas un droit à la migration irrégulière. Hein. Il y a un droit à la liberté de mouvement, mais il n'y a pas de contrepartie d'obligation d'accueil des États à ce droit à la liberté de mouvement. Donc, un État n'est pas obligé de vous donner un visa. Mais vous avez le droit de quitter votre pays. Donc ça, c'est une des contradictions fondamentales en matière de droit international et de droits de l'homme. Avec l'exception
Si vous fuyez la persécution, là, l'État a l'obligation d'abord d'examiner votre demande et ensuite de vous accueillir. Je crois qu'on ne peut pas encourager il ne doit pas y avoir de prime à la migration irrégulière à des fins économiques. Ça ne joue pas, ce n'est pas gérable. Pas pour aucun État, c'est gérable. Mais en même temps, il faut, ce que je disais, développer des voies légales pour les migrants, que les gens n'aient pas à risquer leur vie sur des bateaux pour pouvoir exercer un métier dont on peut avoir besoin de leurs services en Europe. Et je disais aussi en Afrique du Nord, où il y a des niches entières de l'économie qui aujourd'hui sont assurées par des ressortissants d'Afrique subsaharienne, et pas par des ressortissants des pays d'Afrique du Nord. Maintenant, si vous avez plus d'immigration légale, est-ce que vous aurez moins de mouvements irréguliers? Non. Toutes les études prouvent qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ceci étant, plus de migration légale permettra un débat avec les pays d'origine pour discuter du retour. C'est le seul avantage. Mais aller dire qu'avec l'un, on va réduire l'autre, c'est un mensonge. Je veux dire, il n'y a pas d'exemple qui nous prouve ça nulle part sur aucun continent. Réponse à double détente, je crois. Oui, alors complément plutôt sur l'aspect coopération avec les forces de sécurité pour revenir à ce qui a pu être fait par Sophia. Donc déjà un petit complément. Donc effectivement sur le pas d'obligation d'accueil, effectivement une obligation pour les gens qui fuient la persécution. Et en France, nous avons la Cour nationale du droit d'asile qui est à Montreuil et qui est chargée de statuer justement sur les demandes d'asile de réfugiés. Qui peuvent être de toute nature, hein, qui peuvent être politiques ou qui peuvent être religieux, enfin, qui peuvent faire l'objet de persécutions dans leur pays d'origine. Voilà. Sur les aides qui ont pu être données, qui ont pu être prodiguées aux forces armées, vous avez évoqué, Monsieur Martin, les zones SAR. Donc, moi, je reviens à la Méditerranée centrale et à la Libye. Hein. La Libye a déposé auprès de l'Organisation maritime internationale une zone SAR dont elle a la responsabilité. Voilà. Et donc la coopération qui était faite par l'opération Sophia avec la Libye, c'était bien une coopération pour développer, de développement capacitaire, des gardes-côtes libyens, pour les rendre capables d'assumer les responsabilités de l'État libyen dans sa zone SAR pour l'ensemble de leurs responsabilités de sauvetage. Voilà. Donc ça a été fait par Sophia avec des bateaux en même temps que la lutte contre les réseaux de passeurs jusqu'à début mi-2019, jusqu'à ce que les ports italiens se ferment aux bateaux de l'opération Sophia, compte tenu de l'effet d'attraction qu'ils avaient sur les migrants. Vous avez dit 150 000 migrants dans une année, ils auraient pu rester et puis continuer indéfiniment. Donc il y a eu la fin des bateaux, et puis en revanche, il y a eu concentration sur l'aspect développement capacitaire des gardes-côtes libyens, avec un peu plus de 550 officiers et sous-officiers, les gardes-côtes libyens qui ont été accueillis dans des pays de l'Union européenne, principalement l'Italie, mais aussi la Croatie, mais aussi la Grèce, pour des formations très diverses, hein, des formations à la mise en œuvre des vedettes. Alors il peut y avoir des formations très basiques à la mécanique, mais il y avait aussi beaucoup de formations sur le droit humanitaire, sur la façon de prendre de façon satisfaisante et conforme aux standards européens en charge des migrants. Et ça s'accompagnait également d'un programme de développement des moyens, donc développement des savoir-faire et développement des moyens pour être en mesure d'agir en mer. Et ce développement de moyens se sont aussi bien passés, hein, avec en particulier l'action en soutien de l'Italie, qui a fourni des vedettes de la Guardia di Finanza, si je ne m'abuse, qui ont été maintenues par l'Union européenne et qui ont permis aux gardes-côtes libyens de pouvoir agir et prendre la relève de l'opération Sophia pour assurer des sauvetages, assumer leurs responsabilités dans leur zone SAR. Voilà. Et l'opération Sophia, elle s'est concentrée sur ça et sur la coordination de son action avec ceux qui étaient en charge des problématiques de migrants. Donc je pense à l'agence Frontex, hein, une coopération étroite avec Frontex, et puis avec les agences ce qu'on appelle en anglais les Law Enforcement Agencies des pays membres de l'Union européenne au travers d'Interpol. Voilà. Merci.
Alors c'est une vaste question, je suis d'accord avec vous, enfin qui ressoulève la question du partage du, entre guillemets, fardeau dans la gestion des personnes qui sont sauvées. Vous reveniez sur le chiffre de 150 000 vies sauvées par l'opération, dans le cadre de l'opération Mare Nostrum. Enfin, on peut rapporter ça aux chiffres après de personnes qui ont droit à une protection que vous évoquiez, et les autres doivent être raccompagnés. Enfin, il faut s'en occuper, mais ça ne veut pas dire qu'ils restent là. Et ce qui était intéressant avec cette transition entre l'opération Mare Nostrum et la création de l'opération Sophia, c'est que l'Italie non seulement s'est plaint du fait qu'il n'y avait aucune solidarité dans l'Union européenne entre États membres de l'Union européenne pour trouver une clé de répartition justement du traitement des demandes d'asile, de protection, mais aussi que certains États membres accusaient l'Italie justement de contribuer à l'appel d'air. Et l'Italie avait mal vécu cela et demandait du coup à l'Union européenne de prendre ses responsabilités. Donc tout ça est très intéressant. Quant à la Libye, là aussi, il y a quand même des controverses sur la manière dont l'Union européenne a coopéré avec la Libye. Alors en termes de formation, ce n'est pas tellement ça qui est controversé, mais l'accord bilatéral qui a été conclu avec la Libye et qui vise moins à faire des opérations de sauvetage en mer que d'intercepter au plus près possible, ce qui a ça en somme du sens, les embarcations qui quittent le territoire terrestre libyen, parce qu'on sait très bien que la Libye n'est pas un lieu de débarquement sûr pour le coup, et que les personnes qui y sont ramenées après avoir été interceptées en mer sont quand même soumises à un certain nombre de mauvais traitements qui sont bien documentés. Donc ça aussi, évidemment, ce sont des réponses politiques que l'on essaye de trouver les plus pragmatiques possibles, mais qui soulèvent systématiquement un certain nombre de nouveaux problèmes, en fait. D'autres questions? Je voulais dire, tout à l'heure, je pense à un aspect très important qu'il faut considérer. Je partage ce que... D'abord, je voudrais dire à l'ami qui personne n'a dit que les gens qui arrivent sont des terroristes, au contraire. Mais je voudrais dire, il y a parmi ces gens des milliers de mineurs non accompagnés qui changent de façon très importante la donne. Et sur le plan juridique, c'est un impact, et je pense qu'ici, on a des experts qui pourraient aborder ce sujet de façon plus compétente que moi. Mais c'est un aspect dont il faut tenir compte, avec lequel nous sommes confrontés. Merci. Alors, Thierry Duchesne, après je viens à vous. Thierry Duchesne de l'AFMES, on est là aussi peut-être pour essayer de trouver des solutions. Je pense qu'on a une difficulté majeure dans ce domaine, effectivement, c'est deux systèmes juridiques qui sont pas forcément complémentaires. Alors, vous avez effectivement évoqué les zones de secours, de sauvetage. Je dis Malte, la Tunisie intervient dans la zone de secours de Malte, mais la Convention de Hambourg, justement, sur le sauvetage en mer, prévoit bien une obligation pour un État, quand il a une zone de secours. Sa seule obligation, c'est de coordonner des secours. Il n'a pas d'obligation de mettre des moyens. Donc la France, qui a une zone très grande en Méditerranée, va coordonner des moyens qui sont sur place, et on voit qu'effectivement, on n'a pas cette notion. Deuxièmement, effectivement, les trafiquants, très souvent, vont jouer sur la dimension humanitaire et autres. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'essentiel du sauvetage en Méditerranée est constitué par ces mouvements migratoires, mais on s'appuie sur des bases de secours en mer et de sauvetage en mer, et avec des implications très fortes, par exemple, des centres de coordination italiens ou français, qui se trouvent dans des situations très complexes, des bateaux de la marine marchande qui, du coup, évitent carrément la zone alors qu'elle se porterait au secours d'un autre navire. Et donc, ma question, effectivement, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps d'imaginer deux systèmes juridiques, je dirais, différents? Bien évidemment, la considération de droit humanitaire, la question ne se pose même pas. Mais est-ce qu'on peut continuer, je dirais, à traiter la problématique des migrations par voie de mer sur la base d'un système juridique de secours des navires et des personnes en détresse, je dirais, de la marine marchande? Et c'est ça, sans doute, une des difficultés principales aujourd'hui, qui fait qu'en fait, les organisations de secours maritime ne sont pas du tout armées, parce que c'est pensé pour d'autres cas de détresse, alors que l'essentiel de la détresse aujourd'hui est, je dirais, mis en œuvre sur des bases de marine marchande. Et donc, est-ce que ce système peut continuer ainsi?
Oui, je vais même aller plus loin et je vous laisse répondre. On pourrait imaginer que la Convention de 1974 sur la sauvegarde de la vie en mer que vous évoquez n'aurait pas été conclue par les États à l'heure actuelle, puisque en 1974, c'était un contexte tout différent. On n'imaginait pas avoir à faire face quelques décennies plus tard à l'afflux massif de réfugiés par voie, pardon, pas de réfugiés, quoique un grand nombre, mais de migrants, disons, irréguliers par voie maritime. Et probablement, au regard du comportement des États à l'heure actuelle face à leurs obligations internationales, qu'ils essayent de contourner par tous les moyens, en vérité, ça, je peux approfondir là-dessus, il n'aurait pas conclu cette convention, en fait. Resterait l'obligation générale et coutumière, en vérité, tradition maritime, mais pas cette obligation de recherche et sauvetage dans la zone de responsabilité. Mais qui veut prendre en charge la réponse ? Ça ne sera pas une réponse, parce que je ne pense pas qu'on puisse se prononcer en termes de réponse. Mais enfin, effectivement, c'est une solution. Ça serait un petit peu transposer aux problématiques de la migration irrégulière les dispositions en matière de drogue, avec dissociation de traitement de la drogue selon qu'on est dans une opération judiciaire ou une opération militaire. Mais là, le problème que je vois deux problèmes. Je vois, toutes les migrations n'utilisent pas les mêmes modes opératoires. Je pense à la route qui vient de Turquie en particulier, où là, c'est les mafias russes et ukrainiennes que je mentionnais utilisent des voiliers avec dessus une vingtaine ou une trentaine de grands voiliers, mais avec une vingtaine de passages à bord. Donc là, pour discriminer dans l'action ce qui relève de migration d'une réelle détresse, ça sera un peu compliqué pour les acteurs du moment. Et puis, il y aurait également le problème de l'instantanéité de décision nécessaire, parce que quand on est confronté à la détresse en mer, il faut agir dans un laps de temps relativement bref, qui permettrait peut-être pas l'investigation et la décision. Mais je pense que c'est une piste intéressante, effectivement, qu'il faut retenir, qu'il faut continuer de creuser, parce que de toute façon, ça fait partie de ces règles des règles juridiques et ce que j'appelais règles opérationnelles ou des modes d'action qui doivent être trouvés pour faire face à la situation actuelle et aux prochaines vagues qui ne manqueront pas. Merci. Je vais ajouter un élément de réponse additionnel. À mon niveau, comme je l'évoquais, donc la dissociation, elle se fait en fait des régimes juridiques, c'est-à-dire que les États prennent le parti de ne pas respecter leurs obligations internationales en essayant de le camoufler au mieux. Le problème de fond étant l'absence de solidarité. J'y reviens, pour moi, c'est la clé du problème au sein de l'Union européenne, en tout cas. Les États ne veulent pas coopérer, trouver une clé de répartition pour se partager les responsabilités. On l'a vu de manière très, très exceptionnelle. Le président de la République, il y a quelques années, avait pris le temps de négocier avec les partenaires pour trouver au cas par cas, on n'a jamais trouvé d'accord général, mais qu'au cas par cas, pour accepter le débarquement de personnes sauvées par centaines par des ONG humanitaires, ce sont que des solutions qui ont pu être trouvées de manière immédiate, conjoncturelle, sans qu'on arrive à s'entendre, et c'est aussi une partie de la réponse qu'on peut vous faire, à un système organisé de réponse à ce défi de la prise en charge des personnes, notamment des personnes qui sont sauvées, parce que les personnes interceptées, c'est assez clair en fait. Dans la pratique, les opérations, c'est jamais des interceptions, c'est pratiquement tout le temps des opérations de sauvetage. Il y a une requalification instantanée en fait. Donc, face à cette absence de solidarité entre États membres, les États qui sont en première ligne sont bien obligés de trouver une solution pour protéger leur opinion publique. En vérité, le problème il est là, c'est un enjeu de politique interne pour les États qui sont en première ligne. Et donc, on voit les États évoluer dans leurs pratiques. Maintenant, par exemple, une des grandes tendances, je l'évoquais tout à l'heure dans mes mots d'introduction, c'était justement pour lancer un petit peu les choses de manière provocante en vérité, mais les opérations de pushback sont devenues assez courantes, que ce soit sur terre ou en mer, qui sont encore les plus spectaculaires, avec des opérations qui sont incroyables de la part de marine nationale, en fait, qui parfois se camouflent manifestement, d'après ce qui est aussi attesté, ce qui est porté devant des juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, avec des opérations qui consistent en repousser physiquement les navires
remettre les gens à la mer alors qu'ils sont sur une embarcation de fortune qui est absolument inadaptée, en les tirant, les tractant. C'était le cas de l'affaire Safi contre Grèce que j'évoquais tout à l'heure, décision du 7 juillet 2022. Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont maintenant prises par certains États qui sont acculés en vérité, parce que les enjeux de politique interne sont trop forts et qu'il n'y a aucune aide, aucune solidarité entre États membres de l'Union qui devraient au contraire s'appuyer, quoi. Parce que, oui, mais je pense en fait que le problème n'est pas là, c'est pas que le droit est inadapté. Parce que si ça revient à dire il ne faudrait pas avoir une obligation de sauvetage, il n'y a pas de solution. Le problème pour moi, il n'est pas sur l'inadaptation de ce droit-là, le droit de la mer et en vérité le droit international des droits de l'homme, parce que pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous dites l'obligation de sauvetage de la Convention de 1974, c'est une obligation juste de coordonner les secours. Oui, c'est vrai, à part que les espaces normatifs ne sont pas étanches les uns par rapport aux autres et que les juridictions internationales, quand elles lisent le droit de la mer et l'obligation de sauvetage, elle le conjugue avec le droit international des droits de l'homme. Et donc là, il y a de la jurisprudence assez étoffée désormais, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui éclaire l'obligation de sauvetage à l'aune d'articles de droit consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme, à commencer par le droit à la vie. Et donc vraiment, il y a une lecture conjuguée de tout ce droit-là, une lecture croisée. Et le droit à la vie lui-même est éclairé dans ce genre d'affaires de pushback en mer, par exemple, par l'obligation de sauvetage. Donc le juge de Strasbourg, le juge européen, il va interpréter le droit à la vie en fonction des autres obligations internationales qui pèsent sur les États. Et donc désormais, il considère que dès lors qu'on a connaissance d'une situation, parce qu'on avait la responsabilité de la connaître et qu'on a les moyens de conduire une opération, raisonnablement, le fait de ne pas le faire, c'est ne pas respecter le droit à la vie, qui contient une obligation positive d'agir pour sauver des vies que l'on sait en détresse. Donc ça, c'est l'état de la jurisprudence de Strasbourg. Si je peux peut-être compléter, je suis d'accord avec vous que toute la question du sauvetage en mer, tel qu'il a été codifié dans la convention SOLAS, dans la convention SAR, n'était pas... Oui, et Hambourg, et toutes les résolutions postérieures du comité de sécurité maritime de l'Organisation mondiale maritime n'ont pas été prévues pour ce type de situation. Cependant, le premier gros test grandeur nature a été la crise des boat people dans la mer de Chine, 1978, arrivée massive d'abord de Vietnamiens, puis de ressortissants du Laos et du Cambodge sur des embarcations frêles, trafic aussi à l'époque. Et la seule solution qu'on a pu trouver, c'est un accord avec tous les pays côtiers, un accord de débarquement dans des pays sûrs, un fonds fiduciaire qui a été mis en place pour compenser la marine marchande, pour répondre aux appels au secours, sauver les gens et les amener sur des lieux de débarquement sûrs, avec pour condition dans les pays de débarquement que les gens ne resteraient pas. C'est les conditions qu'avaient posées tous les pays impliqués dans le mécanisme de débarquement. Donc les réfugiés ont été réinstallés. On a beaucoup de Vietnamiens en France qui sont venus par cette voie-là. Et puis les gens qui n'avaient pas besoin de protection internationale sont rentrés dans leur pays d'origine. Ça a mis du temps, c'était coûteux, mais ça a été une réponse internationale à ça. Il y a eu des réponses bilatérales, l'afflux massif d'Haïtiens qui quittaient leur pays et qui s'embarquaient pour aller vers la Floride. Bon, là, les États-Unis ont mis en place des centres en fait, de réception, de filtrage des demandes d'asile sur des bâtiments militaires qui étaient ancrés aux Bahamas et à l'époque à la Jamaïque. On a travaillé avec eux, nous à l'époque, pour regarder les demandes et effectivement il y avait un triage, j'aime pas le mot, mais il y a un triage qui s'est effectué sur les bateaux et avec pour conséquence le débarquement sur le sol américain ou le retour sur Haïti. Il n'y a pas de solution miracle, il y a des gens qui vont continuer à utiliser cet espace qui est la mer pour fuir, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce n'est pas à moi d'en juger, pour fuir un pays, pour fuir une situation. Et je dirais qu'on ne peut pas rester indifférent par rapport à cette tragédie.
Donc il faut un mécanisme de solidarité. Pour moi, ça doit être des deux côtés de la Méditerranée, sinon il y a appel d'air. Les pays d'Afrique du Nord ont aussi leur part de responsabilité à gérer leurs frontières maritimes. Je fais une exception qui est la Libye, qui est pour moi pas un État constitué en tant que tel aujourd'hui. D'abord, on a 2 gouvernements, on a 6 ou 7 unités chargées du sauvetage en mer, parce que c'est un business aussi, ça rapporte beaucoup d'argent d'intercepter les gens, de les revendre au centre de détention ou de les revendre aux trafiquants. On voit des gens sur les plateformes de débarquement en Libye, ça fait 6 ou 7 fois qu'ils sont ramenés par les gardes-côtes et qui sont revendus aux trafiquants. Donc traiter avec ces autorités-là, c'est un peu difficile. Pour nous, la Libye est un problème à part où il faut certainement supporter la capacité des gardes-côtes et de la marine libyenne, mais ça doit venir avec un certain nombre de conditions et de suivi de ces accords de coopération. C'est ce que l'opération Sophia a essayé de mettre en place au début, mais ça a été rapidement interrompu. Les Libyens n'acceptant aucune forme de monitoring de leur activité en matière de sauvetage en mer. Donc on n'est pas au bout des difficultés, mais il faut agir. Il y a aussi des pays qui s'en tirent bien sur le plan international. Vous entendez l'Égypte qui vous dit « Ah ben nous, il n'y a pas de départ irrégulier par bateau de l'Égypte. Regardez le modèle qu'on a mis en place avec un durcissement de la législation. » Oui, mais regardons aussi le nombre d'Égyptiens, de Soudanais, d'Érythréens qui quittent l'Égypte, passent irrégulièrement la frontière libyenne et partent de la Libye vers l'Europe. Donc le problème est déplacé. On ferme une route, les gens vont utiliser d'autres routes. C'est pour ça qu'il faut des réponses des deux côtés de la Méditerranée. Merci, on va prendre... alors, il y avait une question d'abord devant. Pour l'instant, la cloche n'a pas retenti, donc on en profite. Parfait. Alors, d'abord, j'ai une question au fond, après je viens à vous. Ah ben parfait. Bonjour, je m'appelle Inès Jabri, je suis étudiante à Sciences Po au campus de Menton. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions qui montrent bien les enjeux derrière les flux migratoires et les déplacements en général de réfugiés, que ce soit pour des raisons économiques ou autres, donc en Méditerranée. Monsieur Cochetel, vous avez évoqué aussi la nécessité aujourd'hui de combattre la traite d'êtres humains. Donc ma question serait la suivante. Quelle est la limite aujourd'hui entre l'ingérence étrangère et la lutte dans ces zones à risque, surtout quand on voit qu'en Libye, par exemple en 2011, avec l'intervention de l'OTAN, ça a été au final soldé par un échec? Bon, on a une fragmentisation de la Libye aujourd'hui, des difficultés politiques avec les 2 gouvernements en place et la multiplication d'acteurs totalement incontrôlables, pour les raisons que j'expliquais avant. On a des mafias puissantes qui ont un pouvoir, qui contrôlent des territoires au sens mafieux du terme et sur lesquels les gouvernements n'ont plus prise. La presse italienne faisait écho récemment aussi, peut-être que des agents du groupe Wagner maintenant s'impliqueraient dans le trafic à partir des territoires contrôlés par la NLA dans l'Est. Il n'y a pas de solution extérieure à la Libye. C'est aux Libyens de s'entendre et ça va prendre beaucoup de temps. Je crois qu'il n'y a pas de solution extérieure. Mais il faut regarder ces crimes sans tolérance. Je crois qu'il faut pas confondre combattre la traite d'êtres humains et combattre aussi les victimes. Il y a des victimes dans ce crime, donc il faut bien distinguer les victimes des personnes qui sont responsables de ces trafics. Mais ces trafics sont transnationaux, ils ne sont pas que libyens. Donc il faut aller dans la profondeur, il faut s'attaquer à la traite des êtres humains, comme on s'est attaqué à la drogue, comme on s'attaque au trafic d'armes, comme on s'attaque au terrorisme avec les mêmes moyens en termes d'intelligence et en termes de coopération interétatique des autorités policières et de justice. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y a un petit projet financé par l'Union européenne et qui est dirigé par la France, qui s'appelle le ROC, le Regional Operational Center du processus de Khartoum, qui est basé à Nairobi, qui est un des premiers efforts de coopération interafricain des services de... Mesdames et messieurs, je vous invite dès à présent à vous rejoindre dans l'amphithéâtre Vauban pour la table ronde des chefs militaires qui va commencer d'ici peu. Je vous remercie. Très mauvaise maîtrise du temps de ma part. Pourriez-vous poser votre question en off sur le chemin qui nous amène à l'amphithéâtre, peut-être? Non,
juste savoir qu'il y a des projets embryonnaires de coopération, mais l'Europe a besoin de faire confiance aux partenaires africains. Il n'y aura pas de progrès sans une relation de confiance dans ce domaine de coopération entre les États. Et aujourd'hui, c'est un peu un dialogue de sourds. Merci à nos 4 panélistes.